Bon, ben, je suis allé vérifier. Scansion, c'est analyser les vers. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas un livre poétique. Là. Enfin, je crois pas, je sais pas. Mais scansion, ça serait analyser les vers d'un poème. Donc, l'âme. Un jour, j'étais âgé déjà, dans le hall d'un lieu public. Un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. Je pense souvent à cette image que je suis seul à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celles qui me plaît de moi-même, celles où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 ans et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois, alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits un à un, changer le rapport qu'il avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire d'en être effrayé, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris, par exemple, au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, qu'un jour, il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal. Les gens qui m'avaient connu à 17 ans lors de mon voyage en France m'ont été impressionnés quand ils m'ont revu 2 ans plus tard à 19 ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore, bien sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait dû. J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à traits fins. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. Que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi. C'est le passage d'un banc sur le Mekong. L'image dure pendant toute la traversée du fleuve. J'ai 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, monotone. Nous sommes dans la longue zone chaude de la Terre. Pas de printemps, pas de renouveau. Je suis dans une pension d'État à Saigon. Je dors et je mange là, dans cette pension. Mais je vais en classe au dehors, au lycée français. Ma mère, institutrice, veut le secondaire pour cette petite fille. Pour toi, c'est le secondaire qu'il faudra. Ce qui était suffisant pour elle ne l'est plus pour la petite. Le secondaire et puis une bonne agrégation de mathématiques. Maths, c'est chiant les maths. J'ai toujours entendu cette rengaine depuis mes premières années d'école. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais échapper à l'agrégation de mathématiques. J'étais heureuse de la faire espérer. J'ai toujours vu ma mère faire chaque jour l'avenir de ses enfants et le sien. Un jour, elle n'a plus été à même d'en faire de grandioses pour ses fils, alors elle en a fait d'autres, des avenirs de bouts de ficelle, mais de la sorte, eux aussi, ils remplissaient leurs fonctions, ils bouchaient le temps devant soi. Je me souviens des cours de comptabilité pour mon petit frère, de l'école universelle, tous les ans, à tous les niveaux. Il faut rattraper, disait ma mère. Ça durait 3 jours. Jamais 4, jamais, jamais. On jetait l'école universelle quand on changeait de poste. On recommençait dans le nouveau. Ma mère a tenu 10 ans. Rien n'y a fait. Le petit frère est devenu un petit comptable à Saigon. L'école violet n'existant pas à la colonie, nous lui devons le départ de mon frère aîné pour la France. Pendant quelques années, il est resté en France pour faire l'école violet. L'école violet, ça me fait penser à Pokémon Écarlate et Violet. Il ne l'a pas faite. Ma mère ne devait pas être dupe, mais elle n'avait pas le choix. Il fallait séparer ce fils des 2 autres enfants. Pendant quelques années, il n'a plus fait partie de la famille. C'est en son absence que la mère a acheté la concession. Une terrible aventure, mais pour nous les enfants qui restaient, moins terrible que ce n'aurait été la présence de l'assassin des enfants de la nuit du chasseur. On m'a souvent dit que c'était le soleil trop fort pendant toute l'enfance, et je ne l'ai pas cru. On m'a dit aussi que c'était la réflexion dans laquelle la misère plongeait les enfants.
Mais non, ce n'est pas ça. Les enfants vieillards de la fin endémique. Wow. Hey, c'est pas pire comme phrase. Les enfants vieillards de la fin endémique. On dirait le nom d'une pièce de théâtre philosophique. Oui, mais nous, non. Nous n'avons pas faim. Nous étions des enfants blancs. Nous avions honte. Nous vendions nos meubles. Mais nous n'avions pas faim. Nous avions un boy. Et nous mangions, parfois, il est vrai, des saloperies, des échassiers, des petits caïmans. Je veux manger ce caïman. Mais ces saloperies étaient cuites par un boy et servies par lui. Et parfois, aussi, nous les refusions. Nous nous permettions ce luxe de ne pas vouloir manger. Non, il est arrivé quelque chose lorsque j'ai eu 18 ans, qui a fait que ce visage a eu lieu. Ça devait se passer la nuit. J'avais peur de moi, j'avais peur de Dieu. Quand c'était le jour, j'avais moins peur, et moins grave apparaissait la mort. Mais elle ne me quittait pas. Je voulais tuer, mon frère aîné. Je voulais le tuer, arriver à avoir raison de lui une seule fois, et le voir mourir. C'était pour enlever devant ma mère l'objet de son amour, ce fils, le punir de l'aimer si fort, si mal, et surtout pour sauver mon petit frère. Je le croyais aussi, mon petit frère, mon enfant, de la vie vivante de ce frère aîné posé au-dessus de la sienne, de ce voile noir sur le jour, de cette loi représentée par lui, édictée par lui-même, un être humain qui était une loi animale et qui à chaque instant de chaque jour de la vie de ce petit frère faisait la peur de cette vie, peur qui une fois a atteint son cœur et l'a fait mourir. J'ai beaucoup écrit de ces gens de ma famille, mais tandis que je le faisais, ils vivaient encore, la mère et les frères, et j'ai écrit autour d'eux, autour de ces choses, sans aller jusqu'à elles. L'histoire de ma vie n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de centre, pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l'on fait croire qu'il y avait quelqu'un. Ce n'est pas vrai, il n'y avait personne. L'histoire d'une toute petite partie de ma jeunesse, je l'ai plus ou moins écrite déjà. Enfin, je veux dire, de quoi l'apercevoir. Je parle de celle-ci, justement, de la traversée du fleuve. Ce que je fais ici est différent et pareil. Avant, j'ai parlé des périodes claires et celles qui étaient éclairées. Ici, je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j'aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements. J'ai commencé à écrire dans un milieu qui me portait très fort à la pudeur. Écrire pour eux était encore moral. Écrire maintenant, il semblerait que ce ne soit plus rien bien souvent. Quelquefois, je sais cela. Que du moment que ce n'est pas, toutes choses confondues, aller à la vanité et au vent, écrire ce n'est rien. Que du moment que ce n'est pas, chaque fois, toutes choses confondues en une seule par essence inqualifiable, écrire n'est rien que publicité. Le plus souvent, je n'ai pas d'avis. Je vois que tous les champs sont ouverts, il n'y aurait plus de murs, que l'écrit ne saurait plus où se mettre pour se cacher, se faire, se lire, que son inconcevance fondamentale ne serait plus respectée, mais je n'y pense pas plus avant. Maintenant, je vois que très jeune, à 18 ans, à 15 ans, j'ai eu ce visage prémonitoire de celui que j'ai rattrapé ensuite avec l'alcool dans l'âge moyen de la vie. L'alcool a rempli la fonction que Dieu n'a pas eue. Il y a eu aussi celle de me tuer, de tuer. Ce visage de l'alcool m'est venu avant l'alcool. L'alcool est venu le confirmer. J'avais en moi la place de ça. Et je l'ai su comme les autres. Mais curieusement avant l'heure. De même que j'avais en moi la place du désir. J'avais à 15 ans le visage de la jouissance. Je ne connaissais pas la jouissance. Ce visage se voyait très fort. Même ma mère devait le voir. Mes frères le voyaient. Tout a commencé de cette façon pour moi, par ce visage voyant, exténué, ses yeux cernés en avance sur le temps, l'expériment. 15 ans et demi, c'est la traversée du fleuve. Quand je rentre à Saigon, je suis en voyage, surtout quand je prends le corps. Et ce matin-là, j'ai pris le corps à Sadek, où ma mère dirige l'école des filles. C'est la fin des vacances scolaires, je ne sais plus lesquelles. Je suis allé les passer dans la petite maison de fonction de ma mère. Ce jour-là, je reviens à Saigon au pensionnat. Le corps pour indigènes est parti de la place du marché de Sadek. Comme d'habitude, ma mère m'a accompagné et elle m'a confié au chauffeur. Toujours, elle me confie au chauffeur des corps de Saigon. Pour le cas d'un accident, d'un incendie, d'un viol, d'une attaque de pirates, d'une panne mortelle du bac. Comme d'habitude, le chauffeur m'a prise près de lui à l'avant, à la place réservée aux voyageurs blancs.
C'est au cours de ce voyage que l'image se serait détachée, qu'elle aurait été enlevée à la Somme. Elle aurait pu exister, une photographie aurait pu être prise, comme une autre, ailleurs, dans d'autres circonstances. Mais elle ne l'a pas été. L'objet était trop mince pour la provoquer. Qui aurait pu penser à ça? Elle n'aurait pu être prise que si on avait pu préjuger de l'importance de cet événement dans ma vie, cette traversée du fleuve. Or, tandis que celle-ci s'opérait, on ignorait encore jusqu'à son existence. Dieu seul la connaissait. C'est pourquoi cette image, et il ne pouvait pas en être autrement, elle n'existe pas. Elle a été omise, elle a été oubliée. Elle n'a pas été détachée, enlevée de la Somme, à la Somme. C'est à ce manque d'avoir été faite qu'elle doit sa vertu, celle de repenser un absolu, d'en être justement l'auteur. C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mékong sur le bac qui est venu entre Vinlong et Sadek, dans la grande plaine de boue et de riz du sud de Cochinchine, celle des oiseaux. Je descends du corps, je vais au bastingage. Je regarde le fleuve. Ma mère m'a dit quelquefois que jamais de ma vie entière je ne reverrai des fleuves aussi beaux que celui-là, aussi grand, aussi sauvage, le Mékong et ses bras qui descendent vers les océans. Ces territoires d'eau qui vont aller disparaître dans les cavités des océans. Dans la platitude à perte de vue, ces fleuves, ils vont vite, ils versent comme si la terre penchait. Je descends toujours du corps avant quand on arrive sur le bac. La nuit aussi, parce que toujours j'ai peur. J'ai peur que les câbles cèdent, que nous soyons emportés vers la mer. Dans le courant terrible, je regarde le dernier moment de ma vie. Le courant est si fort, il s'emporterait tout, aussi bien des pierres, une cathédrale, une ville. Il y a une tempête qui souffle à l'intérieur des eaux du fleuve, du vent qui se débat. Je porte une robe de soie naturelle. Elle est usée, presque transparente. Et mineure, n'oubliez pas. Avant, elle a été une robe de ma mère. Un jour, elle ne l'a plus mise parce qu'elle la trouvait trop claire. Elle me l'a donnée. Cette robe est sans manches, très décolletée. Décolletée pour une fille de 15 ans. Elle est de ce bistre que prend la soie naturelle à l'usage. C'est une robe dont je me souviens. Je trouve qu'elle me va bien. J'ai mis une ceinture de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. Je ne me souviens pas des chaussures que je portais ces années-là, mais seulement de certaines robes. La plupart du temps, je suis pieds nus en sandales de toile. Je parle du temps qui a précédé le collège de Saigon. À partir de là, bien sûr, j'ai toujours mis des chaussures. Ce jour-là, je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en lamé noir. Je ne vois rien d'autre et que je pourrais porter ce jour-là. Alors je les porte. Soldés que ma mère m'a acheté. Je porte ces lamés or pour aller au lycée. Je vais au lycée en chaussures du soir ornées de petits motifs en strass. C'est ma volonté. Je ne me supporte qu'avec cette paire de chaussures-là et encore maintenant, je me veux comme ça. Ces talons hauts sont les premiers de ma vie. Ils sont beaux, ils sont éclipsés. Ils ont éclipsé toutes les chaussures qui les ont précédées, celles pour courir et pour jouer, plates de toile blanche. Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a d'insolite, d'inouï ce jour-là, dans la tenue de la petite. Ce qu'il y a ce jour-là, c'est que la petite porte sur la tête un chapeau d'homme au bord plat, un feutre souple couleur bois de rose au large ruban noir. L'ambiguïté déterminante de l'image, elle est dans ce chapeau. Comme il était arrivé jusqu'à moi, je l'ai oublié. Je ne vois pas qui me l'aurait donné. Je crois que c'est ma mère qui me l'a acheté et sur ma demande. Seule certitude, c'était un solde soldé. Comment expliquer cet achat? Aucune jeune femme ne porte de feutre d'homme dans cette colonie à cette époque-là. Aucune femme indigène non plus. Voilà ce qui a dû arriver. C'est que j'ai essayé ce feutre pour rire comme ça, que je me suis regardé dans le miroir du marchand et que j'ai vu, sous le chapeau d'homme, la minceur ingrate de la forme, ce défaut de l'enfance est devenu autre chose. Elle a cessé d'être une donnée brutale, fatale de la nature. Elle est devenue tout à l'opposé, un choix contrariant de celle-ci, un choix de l'esprit. Soudain, voilà qu'on l'a voulu. Soudain, je me vois comme une autre serait vue, au dehors. Mise à la disposition de tous, mise à la disposition de tous les regards, mise dans la circulation des villes, des routes du désert. Je prends le chapeau, je ne m'en sépare plus. J'ai ça, ce chapeau qui me fait tout entière à lui seul. Je ne le quitte plus. Pour les chaussures, ça a dû être un peu pareil, mais après le chapeau. Ils contredisent le chapeau, comme le chapeau contredit le corps chétif. Donc ils sont bons pour moi. Je ne les quitte plus non plus. Je vais partout avec ces chaussures, ce chapeau dehors.
Par tous les temps, dans toutes les occasions, je vais dans la ville. J'ai retrouvé une photographie de mon fils à 20 ans. Il est en Californie avec ses amis Erika et Elisabeth Lénard. Il est maigre tellement, on dirait un Ougandais blanc lui aussi. Je l'ai trouvé, un sourire arrogant, un peu l'air de se moquer. Il se veut donner une image déjetée de jeune vagabond. Il se plaît ainsi, pauvre, avec cette mine de pauvre, cette dégaine de jeune maigre. C'est cette photographie qui est au plus près de celle qui n'a pas été faite de la jeune fille du banc. Celle qui a acheté le chapeau rose à bord plat et au large ruban noir, c'est elle, cette femme d'une certaine photographie, c'est ma mère. Je la reconnais mieux là que sur des photos plus récentes. C'est la cour d'une maison sur le petit lac de Hanoï. Nous sommes ensemble, elle et nous, ses enfants. J'ai 4 ans. Ma mère est au centre de l'image. Je reconnais bien comme elle se tient mal, comme elle ne sourit pas, comme elle attend que la photo soit finie. À ses traits tirés, à un certain désordre de sa tenue, à la somnolence de son regard. Je sais qu'il fait chaud, qu'elle est exténuée, qu'elle s'ennuie. Mais c'est à la façon dont nous sommes habillés, nous, ses enfants, comme des malheureux, que je retrouve un certain état dans lequel ma mère tombait parfois et dont déjà, à l'âge que nous avons sur la photo, nous connaissons les signes avant-coureurs. Cette façon justement qu'elle avait tout à coup de ne plus vouloir nous laver, de ne plus nous habiller, et parfois même de ne plus nous nourrir. Ce grand découragement à vivre, ma mère le traversait chaque jour. Parfois il durait, parfois il disparaissait avec la nuit. J'ai eu cette chance d'avoir une mère désespérée, d'un désespoir si pur que même le bonheur de la vie, si vif soit-il, quelquefois n'arrivait pas à l'en distraire tout à fait. Ce que j'ignorais toujours, c'est le genre de fait j'ignorais toujours, c'est le genre de fait concret qui la faisait chaque jour nous quitter de la sorte. Cette fois-là, peut-être, est-ce cette bêtise qu'elle vient de faire, cette mission qu'elle vient d'acheter, celle de la photographie, dont nous n'avions nul besoin. Car cela quand mon père est déjà très malade, si près de mourir à quelques mois. Ou peut-être vient-elle d'apprendre qu'elle est malade à son tour de cette maladie dont lui, il va mourir. Les dates coïncident. Ce que j'ignore, comme elle devait l'ignorer, c'est la nature des évidences qui la traversaient et qui faisait ce découragement lui apparaître. Était-ce la mort de mon père déjà présente ou celle du jour? La mise en doute de ce mariage, de ce mari, de ses enfants, ou celle plus générale du tout de cet avoir? C'était chaque jour, de cela je suis sûr. Ce devait être brutal. À un moment donné, chaque jour de ce désespoir se montrait. Et puis il suivait l'impossibilité d'avancer encore, ou le sommeil, ou quelquefois rien, ou quelquefois au contraire les achats de maison, les déménagements, ou quelquefois aussi cette humeur-là, selon cette humeur, cet accablement, ou quelquefois une reine. Tout ce qu'on lui demandait, tout ce qu'on lui offrait, cette maison sur le petit lac sans raison aucune, mon père déjà mourant, ou ce chapeau à bord plat, parce que la petite le voulait tant, ou ses chaussures lamées hors idem, ou rien, ou dormir, mourir. Je n'avais jamais vu de film avec ces Indiennes qui portent ces chapeaux à bord plat et ces tresses par le devant de leur corps. Ce jour-là, j'ai aussi des tresses. Je ne les ai pas relevées comme je le fais d'habitude, mais ce ne sont pas les mêmes. J'ai 2 longues tresses par le devant de mon corps, comme ces femmes du cinéma que je n'ai jamais vues, mais ce sont des tresses d'enfants. Depuis que j'ai le chapeau pour pouvoir le mettre, je ne relève plus mes cheveux. Depuis quelque temps, je tire fort sur mes cheveux. Je les coiffe en arrière. Je voulais qu'ils soient plats, qu'on les voit moins. Chaque soir, je les peigne et je refais mes nattes avant de me coucher comme ma mère m'a appris. Mes cheveux sont lourds, souples, douloureux, une masse cuivrée qui m'arrive aux reins. On dit souvent que ce que j'ai de plus beau... Désolé. On dit souvent que c'est ce que j'ai de plus beau, et moi j'entends que ça signifie que je ne suis pas belle. Ces cheveux remarquables, je les ferai couper à 23 ans à Paris, 5 ans après avoir quitté ma mère. J'ai dit couper, il a coupé. Le tout en un seul geste, pour dégrossir le chantier. Le ciseau froid a frôlé la peau du cou. C'est tombé par terre. On m'a demandé si je les voulais, qu'on en ferait un paquet. J'ai dit non. Après, on n'a plus dit que j'avais de beaux cheveux. Je veux dire, on ne l'a plus jamais dit à ce point-là, comme avant on me le disait, avant de les couper. Après, on a plutôt dit, elle a un beau regard, le sourire aussi pas mal. Sur le banc, regardez-moi, je les ai encore, 15 ans et demi, je suis fardé.
Déjà, je suis fardé. Je mets de la crème Tocalone. J'essaie de cacher les taches de rousseur que j'ai sur le haut des joues, sous les yeux. Par-dessus la crème Tocalone, je mets de la poudre couleur chair, marque Houbigant. Cette poudre est à ma mère qui en met pour aller aux soirées de l'administration générale. Ce jour-là, j'ai du rouge à lèvres rouge sombre comme alors cerise. Je ne sais pas comment je me le suis procuré. C'est peut-être Hélène Lagonelle qui l'a volé à sa mère pour moi. Je ne sais plus. Je n'ai pas de parfum chez ma mère. C'est d'eau de Cologne et le savon Palmolive. Sur le bac, à côté du corps, il y a une grande limousine noire avec un chauffeur en livrée de coton blanc. Oui, c'est la grande auto funèbre de mes livres. C'est la Maurice Léon Bollé. La Lancia noire de l'ambassade de France à Calcutta n'a pas encore fait son entrée dans la littérature. Entre les chauffeurs et les maîtres, il y a encore des vitres à coulisses. Il y a encore des strapontins. C'est encore grand comme une chambre. Dans la limousine, il y a un homme très élégant qui me regarde. Ce n'est pas un blanc. Il est vêtu à l'européenne. Il porte le costume de tussor clair des banquiers de Saigon. Il me regarde. J'ai déjà l'habitude qu'on me regarde. On regarde les blanches aux colonies. Et les petites filles blanches de 12 ans aussi. Oh non, pas 12 ans. Depuis 3 ans, les blancs aussi me regardent dans les rues et les amis de ma mère me regardent gentiment de venir goûter chez eux à l'heure de leur femme. Oh non, attends, non. Oh putain. Depuis 3 ans, les blancs aussi me regardent dans les rues et les amis de ma mère me demandent gentiment de venir goûter chez eux à l'heure où leur femme joue au tennis au club sportif. Oui. Je pourrais me tromper, croire que je suis belle comme les femmes belles, comme les femmes regardées, parce qu'on me regarde vraiment beaucoup. Mais moi, je sais que ce n'est pas une question de beauté, mais d'autres choses. Par exemple, oui, d'autres choses, par exemple d'esprit. Ce que je veux paraître, je le parais. Belle aussi si c'est ce que l'on veut que je sois. Belle ou jolie. Jolie par exemple pour la famille. Pour la famille, pas plus. Tout ce que l'on veut de moi, je peux le devenir. Et le croire. Croire que je suis charmante aussi bien. Dès que je le crois, que cela devienne vrai pour celui qui me voit et qui désire que je sois selon son goût. Je le sais aussi. Ainsi, en toute conscience, je peux être charmante, même si je suis hantée par la mise à mort de mon frère. Pour la mort, une seule complice, ma mère. Je dis le mot charmant comme on le disait autour de moi, autour des enfants. Je suis averti déjà, je sais quelque chose. Je sais que ce ne sont pas les vêtements qui font les femmes plus ou moins belles, ni les soins de beauté, ni le prix des onguents, ni la rareté, le prix des atours. Je sais que le problème est ailleurs. Je ne sais pas où il est. Je sais seulement qu'il n'est pas là où les femmes croient. Je regarde les femmes dans les rues de Saigon. Dans les postes de brousse, il y en a de très belles, de très blanches. Ils en prennent un soin extrême de leur beauté ici, surtout dans les postes de brousse. Elles ne font rien. Elles se gardent pour l'Europe, les amants, les vacances en Italie, les longs congés de 6 mois tous les 3 ans, lorsqu'elles pourront enfin parler de ce qui se passe ici, de cette existence coloniale si particulière, du service de ces gens, de ces boys, si parfaits, de la végétation, des balles, de ces villas blanches, grands, à s'y perdre, où sont logés les fonctionnaires dans les postes éloignés. Elles attendent. Elles s'habillent pour rien. Elles me regardent. Déjà dans l'ombre de ces villas, elles me regardent pour plus tard. Elles croient vivre un roman. Elles ont déjà les longues penderies pleines de robes à ne plus savoir qu'en faire, collectionnées comme le temps, à la longue suite des jours d'attente. Certaines deviennent folles, certaines sont plaquées pour une jeune domestique qui se tait. Plaquées. On entend ce mot les atteindre, le bruit qu'il fait, le bruit de la gifle qu'il donne. Certains se tuent. Ce manquement des femmes à elles-mêmes opérées m'apparaissent toujours comme une erreur. Il n'y avait pas à s'attirer le désir. Ils étaient dans celle qui le provoquait ou ils n'existaient pas. Ils étaient déjà là dès le premier regard ou bien ils n'avaient jamais existé. Il était l'intelligence immédiate du rapport de la sexualité ou bien il n'était rien. Cela de même, je l'ai su avant l'expériment. Seule Hélène Lagonelle empêchée à la loi de l'erreur, attardée dans l'enfance. Je suis longtemps sans avoir de robe à moi. Mes robes sont des sortes de sacs. Elles sont faites dans d'anciennes robes de ma mère, qui sont elles-mêmes des sortes de sacs, mis à part celles que ma mère me fait faire par dos. C'est la gouvernante qui ne quittera jamais ma mère, même lorsqu'elle rentrera en France. Même lorsque mon frère aîné essaiera de la violer dans la maison de fonction de Sadek, même lorsqu'elle ne sera plus payée.
Do a été élevée chez les sœurs. Elle brode et elle fait des plis. Elle coud à la main comme on ne coud plus depuis des siècles, avec des aiguilles fines comme des cheveux. Comme elle brode, ma mère lui fait broder des draps. Comme elle fait des plis, ma mère me fait faire des robes à plis, des robes à volants. Je les porte comme des sacs. Elles sont démodées, toujours enfantines, 2 séries de plis sur le devant et col Claudine, ou lait sur la jupe, ou volants bordés de billets pour faire couture. Je porte ces robes comme des sacs avec des ceintures qui les déforment, alors elles deviennent éternelles. 15 ans et demi. Putain, mais elle va jamais changer d'âge. Il me semble que c'est une fille de 17 ans, de ce que j'ai lu. Le corps est mince, presque chétif, des seins d'enfant encore, fardés en rose pâle et en rouge. Et puis cette tenue qui pourrait faire qu'on en rit et dont personne ne rit. Je vois bien que tout est là et rien n'est encore joué. Je le vois dans les yeux, tout est déjà dans les yeux. Je veux écrire. Déjà, je l'ai dit à ma mère. Ce que je veux, c'est ça, écrire. Pas de réponse. La première fois, et puis elle demande, écrire quoi? Je dis des livres, des romans. Elle dit durement, après l'agrégation de mathématiques, tu écriras si tu veux, ça ne me regardera plus. Elle est contre. Ce n'est pas méritant, ce n'est pas du travail, c'est une blague. Elle me dira plus tard, une idée d'enfant. La petite au chapeau de feutre est dans la lumière limoneuse du fleuve. Seule sur le pont du bac, accoudée au bastingage, le chapeau d'homme colore de rose toute la Seine. C'est la seule couleur dans le ciel brumeux du fleuve, le soleil de la chaleur. Les rives se sont effacées. Les fleuves paraissent rejoindre l'horizon. Le fleuve coule sourdement, il ne fait aucun bruit, le sang dans le corps. Pas de vent au dehors de l'eau. Le moteur du bac est le seul bruit de la Seine, celui d'un vieux moteur déglingué au bielle coulé. De temps en temps, par rafales légères, des bruits de voix, et puis les aboiements des chiens. Ils viennent de partout, de derrière la brume, de tous les villages. La petite connaît le passeur depuis qu'elle est enfant. Le passeur lui sourit et lui demande des nouvelles de Madame la directrice. Il dit qu'il la voit passer souvent de nuit, qu'elle va souvent à la concession du Cambodge. Le Cambodge, c'est proche. Pour ceux qui se demandent, l'Indochine, en fait, c'est plusieurs pays. Donc, il y a le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Thaïlande. De ce que je connais. La Mongolie, je crois. Je suis pas sûr. Non, je pense pas. Donc, c'est Laos, Thaïlande, Vietnam et Cambodge. La mer va bien, dit la petite. Autour du bac, le fleuve, il est à ras-bord. Ses eaux en marche traversent les eaux stagnantes des rizières. Elles ne se mélangent pas. Mais ça change. Là, il y a beaucoup d'eau. Dans l'autre roman, il n'y en avait pas. Il a ramassé tout ce qu'il a rencontré depuis le Tonlé Sap. Décidément, les Vietnamiens ont des bons noms de villes étranges. La forêt cambodgienne, il emmène tout ce qui vient. Des paillotes, des forêts, des incendies éteints, des oiseaux morts, des chiens morts, des tigres, des bœufs noyés, des hommes noyés, des leurres, des îles de jacinthes d'eau agglutinées. Tout va vers le Pacifique, rien n'a le temps de couler. Tout est emporté par la tempête profonde et vertigineuse du courant intérieur. Tout reste en suspens à la surface de la force du fleuve. Je lui ai répondu que ce que je voulais avant toute autre chose, c'était écrire. Rien d'autre que ça. Rien. Jalouse, elle est. Pas de réponse. Son regard bref, aussitôt détourné, le petit haussement d'épaule, inoubliable. Je serai la première à partir. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'elle me perde, pour qu'elle perde celle-ci, cet enfant-ci. Pour les fils, il n'y avait pas de crainte à avoir, mais celle-ci, un jour, elle le savait, elle partirait, elle arriverait à sortir, première en français. Le proviseur lui a dit, « Votre fille, madame, est première en français. » Ma mère n'a dit rien, rien. Pas contente parce que ce n'est pas ses fils qui sont les meilleurs, les premiers en français. La saleté. Ma mère, mon amour. Elle demande. Et en mathématiques? On dit, ce n'est pas encore ça, mais ça viendra. Ma mère demande, ça viendra quand? On répond, quand elle le voudra, madame. Ma mère, mon amour, son incroyable dégaine avec ses bas de coton reprisés par dos sous les tropiques. Elle croit encore qu'il faut mettre des bas pour être la dame directrice de l'école. Ses robes lamentables, difformes, reprisées par dos. Elle vient encore tout droit de sa femme picarde, peuplée de cousines. Elle use tout jusqu'au bout. Croit qu'il faut mériter ses souliers sont éculés. Elle marche de travers avec un mal de chien. Ses cheveux sont tirés et serrés comme un chignon de chinoise. Elle nous fait honte. Elle me fait honte dans la rue devant le lycée, quand elle arrive dans sa B12, pas BMW, B12. Devant le lycée, tout le monde regarde. Elle s'aperçoit de rien, jamais. Elle est à renfermer, à battre, à tuer. Elle me regarde. Elle dit, « Peut-être que toi, tu vas t'en tirer. De jour et de nuit, les défixes. Ce n'est pas qu'il faut
arriver à quelque chose. C'est qu'il faut sortir de là où l'on est. Quand ma mère retrouve l'air, qu'elle sort du désespoir, elle découvre le chapeau d'homme et les lamets d'or. Elle me demande ce que c'est. Je dis que c'est rien. Elle me regarde, ça lui plaît. Elle sourit. C'est pas mal, elle dit. Ça ne te va pas mal. Ça change. Elle ne me demande pas si c'est elle. Elle ne me demande pas si c'est elle qui les a achetés. Elle sait que c'est elle. Elle sait qu'elle en est capable. Qu'à certaines fois, ces fois-là, que je disais, on lui soutire tout ce qu'on veut. Qu'elle ne peut rien contre nous. Je lui dis, c'est pas cher du tout, ne t'en fais pas. Elle me demande où c'était. J'ai dit que c'était la rue Katina, des soldes soldés. Elle me regarde avec sympathie. Elle doit trouver que c'est un signe réconfortant, cette imagination de la petite, d'inventer et de s'habiller de cette façon. Non seulement elle admet cette pitrerie, cette inconvenance, elle rangée comme une veuve vêtue de grisaille, comme une défroquée, mais cette inconvenance lui plaît. Le lien avec la misère est là aussi dans le chapeau d'homme, car il faudra bien que l'argent arrive dans la maison, d'une façon ou d'une autre, il le faudra. Autour d'elle, c'est les déserts. Les fils, c'est les déserts. Ils feront rien. Les terres salées aussi. L'argent restera perdu, c'est bien fini. Il reste cette petite-là qui grandit, qui, elle, saura peut-être un jour comment on fait venir l'argent dans cette maison. C'est pour cette raison, elle ne le sait pas, que la mère permet à son enfant de sortir dans cette tenue d'enfant prostitué. Enfant prostitué, oh putain! Et c'est pour cela aussi que l'enfant sait bien y faire déjà, pour détourner l'attention qu'on lui porte à elle, vers celle que elle porte à l'argent. Ça fait sourire ma mère, la mère. La mère ne l'empêchera pas de le faire quand elle cherchera de l'argent. L'enfant dira, je lui ai demandé 500 piastres. Ah ben tiens, là aussi on dit piastres. Pour le retour en France. La mère dira que c'est bien, que c'est ce qu'il faut pour s'installer à Paris. Elle dira, ça ira avec 500 piastres. L'enfant sait que ce qu'elle fait, elle, c'est ce que la mère aurait choisi que fasse son enfant. Si elle avait osé, si elle avait la force, si le mal que faisait la pensée n'était pas là chaque jour, exténuant. Dans les histoires de mes livres qui se rapportent à mon enfance, je ne sais plus tout à coup ce que j'ai évité de dire, ce que j'ai dit. Je crois avoir dit l'amour que l'on portait à notre mère, mais je ne sais pas si j'ai la haine qu'on lui portait aussi, et l'amour qu'on se portait les uns aux autres, et la haine aussi, terrible dans cette histoire commune de ruine et de mort qui était celle de cette famille, dans tous les cas, dans celui de l'amour comme dans celui de la haine, et qui échappe encore à tout mon entendement, qui m'est encore inaccessible, caché au plus profond de ma chair, aveugle comme un nouveau-né du premier jour.